Salut les fous de culture, vous êtes dans Fauteuil Pop et c'est Loulou. Aujourd'hui on va parler des Dents de la Mer, ou Jaws en version originale. Le film est sorti en 1975, c'est le tout premier blockbuster, défini comme tel. On parle de film événement construit autour de paramètres génériques identifiables, comme la science-fiction, l'aventure, l'action ou l'horreur, pour toucher l'audience la plus large possible. Quand on parle de blockbuster, on parle aussi de films concept ou de films high concept. Ce sont des films qui peuvent se résumer à une accroche mémorable et unique. Jaws est également identifié comme un film catastrophe. Le genre avait pour spécialité des purs films concept. Dans La Tour Infernale, le plus grand gratte-ciel du monde était victime d'un incendie. Ici, la question est simple. Et si les plages d'une station balnéaire étaient le théâtre des attaques d'un grand requin blanc? Le film est le troisième long métrage de Steven Spielberg après Duel et Sutherland Express. Mais pourquoi c'est un film emblématique? Pour y répondre, nous parlerons de la terre, de la mer et de plusieurs nuances de requins. Si certains n'ont jamais vu le film et qu'ils veulent garder la surprise, arrêtez la vidéo tout de suite. Pour parfaitement analyser, je divulgage beaucoup, alors gare aux spoilers. Mais au fait, de quoi ça parle Jaws? Eh bien, les baigneurs de la station balnéaire d'Amity subissent les attaques d'un grand requin blanc, mais Martin Brody, le chef de la police locale, va tout faire pour l'arrêter. Il faut dire que durant sa première heure, le long métrage nous montre un univers avant tout terrestre. La mer reste un espace, un décor environnant, mais lointain, et sur la marge. Martin Brody est interprété par Roy Scheider, repéré dans French Connection aux côtés de Gene Hackman. Selon Spielberg, Martin Brody devait correspondre à Roy Scheider. Le policier a une dimension très humaine, il fait des blagues en sautant du lit, il est affectueux avec femmes et enfants. Il y a quelque chose de très chaleureux, naturel et humain chez le héros qu'on retrouve dans l'aspect général du film et de sa première partie. Steven Spielberg refuse de tourner dans un studio. Il veut adopter une démarche proche du documentaire à la façon de French Connection ou de L'Exorciste. Il tournera en décor naturel. La directrice de casting engage les habitants de Martha's Vineyard, le lieu de tournage du film, pour jouer quasiment leur propre rôle. Le docteur Nevin est interprété par Robert Nevin et l'épicière Peggy Scott interprète la secrétaire de Brody. La puéricultrice locale, Lee Fierro, jouera le rôle de Madame Kidney. Greg Kingsbury, un véritable pêcheur et une célébrité locale, donnera ses traits au pêcheur Ben Gardner. Le film est ainsi rempli de trognes et de silhouettes frappantes, traversant un décor plus vrai que nature qui lui donne une identité propre. Amity, c'est la ville états-unienne d'un autre temps. Il y a des petites maisons avec des clôtures en bois peint, des pelouses taillées et de petites échoppes pittoresques. On se croirait dans un western ou chez Frank Capra. C'est presque un décor à la Disney, celui d'un monde naïf. Au milieu, il y a le héros, policier, shérif, qui doit défendre la communauté. Il traverse cet espace à la fois gai et espiègle, mais il y a les notables, ceux qui vont l'empêcher de faire comme il entend, mené par le maire Larry Vaughn, campé par Murray Hamilton. Ce dernier traverse la rue n'importe comment, là où le héros prend soin d'emprunter les passages piétons. Le maire est un personnage dominant, manipulateur et une forme figurée de requin. Le maire rend le chef Brody totalement impuissant. La pression que le notable impose au héros rappelle le scandale du Watergate ou le fiasco de la guerre du Vietnam. La première interaction de Brody avec le maire se clôture par lui obligé de capituler devant le nombre des notables corrompus. Il est isolé au bord du cadre, sur un bateau, entouré par des personnages qui n'acceptent pas son analyse et ses solutions. Le héros fait face au déni qui l'empêche de triompher. On retrouve le fameux sous-texte sur la trahison des élites qui facilite le chaos. Le chaos, ici, c'est le requin. L'attaque fatale dont est victime Chrissy en ouverture peut faire écho au meurtre de Sharon Tate, survenu quelques années plus tôt dans une villa d'Hollywood. Le monstre vient attaquer la première victime dans une scène de rom-com. Il y a des amoureux qui se poursuivent sous les étoiles. La jeune femme a quelque chose d'enfantin et malicieux. Le jeune homme est maladroit et alcoolisé. On sourit car Tom est incapable de rattraper la demoiselle. Il n'est pas une figure masculine maître d'elle-même. La jeune victime entre dans l'eau et on a l'impression qu'elle se transforme en sirène. La première vision sous-marine est celle de quelqu'un qu'on vient de réveiller. Le squal est un invité surprise, un esprit malsain qui va parasiter et pervertir une représentation idéalisée. Il y a une sorte de tension sexuelle suggérée par les mouvements de la nageuse et par celui qui l'observe en silence.
Alors, il remonte à la surface pour venir la chercher. Elle se débat alors qu'il l'entraîne et la secoue dans tous les sens. Sur le bord, le jeune homme est allongé sur le sable, à demi conscient. Sa place est occupée par le monstre. La scène romantique et comique devient un viol violent. Sharon Tate est passée de star à victime d'un drame macabre. La séquence est passée du rêve au cauchemar. À la fin de plusieurs attaques, l'océan nous est montré comme un cadre qu'on sait faussement paisible. La mer est une page blanche vers laquelle on se tourne pour signifier la présence menaçante du requin. Là-dedans, Martin Brody a finalement la même dimension que Tom, celle d'un individu impuissant. Il est par exemple aquaphone, mais il est représentant de l'ordre sur une île, un environnement dominé par l'eau. La seconde séquence d'attaque est introduite par la vision bucolique d'une plage fréquentée. Le réalisateur et son chef opérateur, Bill Butler, réalisent des plans composés où les informations se trouvent à plusieurs endroits de l'image, comme dans du cinémascope. Les séquences sont construites comme des fresques en mouvement. Brody, qui s'est fait isoler par le maire, est encore plus esselé. Il fixe l'océan alors qu'autour de lui, il y a de la vie, de l'agitation, une ambiance légère en somme. Plusieurs victimes potentielles sont filmées comme entrant ou se déplaçant seules dans la toile blanche qu'est l'océan. La largeur du cadre renforce la sensation que les baigneurs sont des victimes impuissantes et inconscientes, comme écrasées et dévorées par le décor maritime. Lorsque survient l'attaque, on aperçoit une ombre et le regard horrifié de Brody est sursignifié par un travelling compensé ou effet vertigo. Le visage du policier semble s'enfoncer inexorablement dans l'image. Ensuite, c'est à nouveau des séquences d'effervescence, avec des marins qui se préparent à la chasse aux requins ou des vacanciers qui remplissent des plages. Surtout, l'humour n'est jamais bien loin. En parallèle, le requin continue de façon plus ou moins invisible de semer le chaos. Il parasite de plus en plus l'image d'Épinal et provoque le héros. Brody rencontre Madame Kittner qui lui reproche la mort de son enfant dévoré. Elle ordonne ainsi au héros de tuer l'enfant qui sommeille en lui. Plusieurs séquences sont là pour rappeler la présence de l'enfance. La séquence de la fin du dîner avec le cadet de la famille Brody qui imite son père est là pour le rappeler. Matt Hooper, joué par Richard Dreyfuss, apparaît comme un compagnon de jeu pour Brody. Le personnage d'Hélène est là aussi pour infantiliser le héros. Devant Matt Hooper, elle parle de ses peurs sur un ton maternel. Elle le met mal à l'aise. Gêné, Martin se saoule pour prendre le bateau une première fois avec Matt. Comme Tom, le jeune homme du début, il a besoin de l'alcool pour quitter sa zone de confort et être un homme. Le requin, lui, n'en a pas besoin. Il transgresse toutes les règles. Il est la masculinité qui vient confronter Brody pour le faire sortir de l'enfance. Après une nouvelle attaque, le héros contemple l'océan comme pour se faire violence, pour rappeler que c'est là que tout doit se jouer. Durant la deuxième partie du film, la zone de confort de Martin Brody, l'aspect rassurant de la terre ferme, de la femme aimante ainsi que des enfants innocents et joueurs disparaît. Hélène et Martin se font un dernier adieu sur le port. Ici se trouve la limite de l'espace maîtrisé par Martin. Et le capitaine Quint, qui balance des vacheries, fait fuir la féminité et l'esprit maternel. Quint est un gardien du seuil, de cette frontière entre terre et mer. C'est l'archétype du marin entre le pirate, le chasseur de monstres et l'explorateur de mondes nouveaux. Sa maison nous est montrée comme le négatif de celle de Brody. Elle est ornée de mâchoires de requin, comme si le personnage avait décidé de vivre avec son ennemi. Le héros a créé la sienne comme une zone de confort ultime dans laquelle il n'y a pas de menace. Robert Shaw, l'interprète de Quint, a une carrure de voyou ou de vagabond. Quint s'impose d'emblée comme un personnage de dominant, en lieu et place du maire. L'interprète va aussi recevoir un coaching de la part de Greg Kingsbury. L'insulaire va longuement discuter avec l'artiste pour que ce dernier en retienne des expressions, un jargon et un langage fleuri. Tout ça va nourrir la personnalité bouillonnante du loup de mer. Le personnage est une allusion très nette au film de pirates. Mais Steven Spielberg a un attachement très important au mythe de Peter Pan. Quint pourrait provenir de cet univers. Il est un personnage entre Peter et le capitaine Crochet. Pour Brody, il est une vision fantasmagorique de la masculinité et de l'âge adulte. Avec son arrivée dans le long métrage, on passe d'un film d'angoisse au film d'aventure et au buddy movie. La forme générique du film est très hybride. Le scénario n'a jamais été définitif. Il était en quelque sorte écrit au jour le jour. Le réalisateur et ses acteurs se réunissaient régulièrement pour décider de la direction à donner. Ils improvisaient alors des répliques, imaginaient des scènes et des séquences.
Ensuite, le scénariste retranscrivait sur papier et le lendemain, c'était incorporé au planning de tournage. L'écriture en perpétuelle évolution et les péripéties de la réalisation vont cimenter le trio masculin principal. Il y a continuellement des incidents et des retards. Pendant le tournage, Richard Dreyfuss, par exemple, coule avec tout un matériel, victime de peu d'une noyade. Mais c'est avec l'interprète de Quint que c'est le plus difficile, car celui-ci en fait son souffre-douleur. Il avait constamment besoin de mettre les gens à l'épreuve, de les charrier. Sur les dents de la mer, il m'a choisi, raconte Richard Dreyfuss. Selon lui, Shaw pouvait en public être un monstre de cruauté. Matt Hooper est un rival pour Quint, car à la différence de Brody, il pratique la plongée sous-marine, il n'a pas peur de l'eau. Mais c'est aussi un compagnon de jeu pour le policier, je l'ai déjà dit. On retrouve le mythe de Peter Pan entre Brody, le candide, Hooper, l'ado turbulent, et Quint, le loup de mer instable psychologiquement. Les trois sont confrontés à la mort. Brody est un des garçons Darling, secondé par le personnage d'Hélène, qui est en réalité Wendy. Hooper, c'est Peter Pan, et Quint, c'est le capitaine Crochet. Le dernier coupera progressivement toute communication avec l'île. Ils rompent définitivement les ponts entre Martin et Hélène, entre l'enfant à la croissance inachevée et la mère symbolique. Durant la deuxième heure, la mise en scène joue toujours plus sur l'isolement des humains. Plusieurs plans nous montrent les protagonistes seuls avec derrière l'horizon et l'océan. Ils sont comme écrasés par la mer. Quint et Hooper, c'est aussi une opposition entre l'archaïsme et la modernité. L'un utilise des barils pour fatiguer le monstre, quand l'autre utilise un émetteur pour repérer sa position. Quint a un navire ancien et sans artifice, quand Hooper trimballe un laboratoire qui fait de lui un personnage à la Kubrick. Mais chacun entend soumettre la nature, ils échoueront tous les deux. Ainsi, la cage à requins qu'utilise Hooper est pulvérisé par la force du squale, et le bateau de Quint deviendra le tombeau du loup de mer. Brody, qui jette de l'appât dans le sillage du bateau, paraît plus à la marge avec son gilet de sauvetage. Pourtant, la mise en scène le prépare à affronter la menace, mais on retient avant tout le combat de coq que se livrent les deux autres interprètes, ainsi que la folie de la chasse aux monstres, la fureur de l'affrontement contre le requin et la réminiscence de toutes les difficultés qu'ont rencontrées les membres de l'équipe de tournage au cours de la réalisation des séquences maritimes. Nous devions sortir en mer de 7h à 19h, parfois à plus de 6 km de la côte par gros temps, explique le réalisateur. Quotidiennement, nous tournions 32 secondes utilisables sur l'Intil. Il faut alors faire attention aux voiliers qui apparaissent en arrière-plan ou aux courants marins qui font dévier les embarcations. Le tournage débute en mai 1974. Il devait durer entre 65 et 70 jours. Finalement, il va durer plus de 100 jours. À la fin, la mer et Brody ne semblent plus être antinomiques et la magie du cinéma accouche d'un film emblématique. Mais au centre de celui-ci, il y a le requin. Sa taille, 8 mètres, est choisie par Spielberg, qui veut une créature plausible, mais gigantesque. Joe Alves, le directeur artistique, embauche Bob Maté, l'homme derrière les effets spéciaux du calamar géant de 20 milieux sous les mers. Alves et Maté s'attachent à livrer un requin à l'allure réaliste. Le résultat est tellement saisissant que la cinéaste Valérie Taylor est sidérée de découvrir que l'animal est identifié comme un mâle. L'équipe de techniciens livre 3 requins grandeur nature pour un coût de 250 000 $. Mais il défaille rapidement. Le requin tombait en panne dès qu'on le mettait dans l'eau et qu'on essayait de le manœuvrer, raconte un technicien. Il fallait entre 24 et 12 heures de travail pour espérer remettre en fonction l'engin. Souvent après ça, la marionnette géante ne voulait toujours pas fonctionner. Le requin ne commence qu'à correctement fonctionner en septembre. Le réalisateur va alors devoir ruser et utiliser tout le pouvoir des images pour immerger le spectateur. Si on ne voit que rarement le requin durant la première heure, c'est pour pallier aux soucis techniques. On sent malgré tout sa présence. C'est une divinité qui surplombe les personnages. Le squale est d'abord un être quasi invisible, entre une vision sous-marine subjective, une ombre ou des objets filant à la surface de l'eau. Par la suite, il se montre de plus en plus via les marionnettes en taille réelle. Le couple d'Australiens Ron et Valérie Taylor doivent filmer un vrai grand requin blanc pour l'attaque de la cage à requins de Matt Hooper. Un jour, un de ces poissons trop curieux vient s'emmêler dans la corde reliant une cage vide
au hors-bord de l'équipe technique. Pris de panique, l'animal se débat avec une telle violence qu'il emporte la cage avec lui. Impressionné par les images, Steven Spielberg décide de modifier le scénario et de permettre au personnage de Hooper de sortir de la cage pendant l'attaque. Pour donner encore plus corps à la menace, on fait intervenir le personnage de Quint dans une séquence qui évoque Joseph Conrad et son Au cœur des ténèbres. Quint, c'est l'aventurier aux mille et une histoires. Comme le Marlowe de Conrad, il raconte un périple entre rêve et cauchemar, entre réalité et hallucination. Le monologue est inspiré par la tragédie de l'USS Indianapolis qui a vu sombrer tout l'équipage du navire qui avait livré la bombe atomique dans un océan infesté de requins. Écrit d'abord par Howard Harkley, elle tient sur les 3/4 d'une page. Étoffée par John Milius qui en tire 10 pages, elle est réduite finalement par Robert Shaw à 5 pages. Elle est là pour expliquer qui est Quint, mais elle explique aussi la raison d'être du requin dans ce récit. Le requin, c'est une émanation d'un esprit primitif et antédiluvien. Dans la bande-annonce américaine du film, la voix off de Percy Rodriguez faisait une représentation accablante et monotone du squale. En voici une traduction. Il existe toujours une créature qui a survécu des millions d'années d'évolution sans changer, sans éprouver de passion et sans aucune logique. Elle n'existe que pour tuer, une machine qui dévore gratuitement, qui attaque et engloutit n'importe quoi, comme si Dieu avait créé le diable et lui avait donné des mâchoires. Elle conclut en disant « Aucune représentation du mal ne peut se comparer à la réalité de Jaws. Allez le voir avant de vous baigner. » La force et le succès du film vont être tels que les Dents de la Mer auront plusieurs copies et héritiers qualitativement très différents. Alors, pour un double programme correctement réussi, je vous renverrai vers les Dents de la Mer, deuxième partie, réalisée avec beaucoup de savoir-faire par le français Jano Swark. Cette suite est beaucoup plus spectaculaire. Oui, la mise en scène subtile de Steven Spielberg cède ici la place à quelque chose de beaucoup plus démonstratif et rythmé, comme un film d'action. Le requin est montré dès la séquence d'ouverture et il se tape un look que n'aurait pas boudé Jason Voorhees ou Freddy Krueger. Le body count devient celui d'un slasher ultra violent et généreux, livrant son lot de séquences iconiques. Et il faut dire qu'on va avoir, durant l'ensemble du récit, un certain nombre d'attaques très très spectaculaires, et notamment tout un dernier acte avec une bande de gamins qui sont traqués par le requin sur la mer, avec une véritable ambiance de survival. Si vous voulez aller plus loin en devenant un prédateur des fonds marins, je ne peux que vous conseiller de jouer à Man-Eater. Vous y incarnerez un requin qui doit venger la mort de sa mère tuée par un chasseur dans un monde ouvert construit comme un ersatz maritime de GTA. Vous dévorerez les autres prédateurs présents dans le jeu, vous pourrez aussi disséminer les chasseurs locaux ou vous en prendre à un lot de personnages aussi cons et insupportables que le casting d'une télé-réalité. Pas révolutionnaire pour dessous, mais très jouissif et drôle, le titre vous occupera convenablement pendant plusieurs jours. Le jeu comme les films laisseront parler vos instincts les plus primaires, mais comme il faut toujours varier son alimentation, je vous propose de découvrir le documentaire disponible sur Netflix En paix avec les requins de J.P. Styles, Harrison Mack et James Reed. Si vous avez la fibre écolo et que vous êtes fasciné par les fonds marins, vous allez évoluer dans un rêve pendant 1h30. Vous suivrez la défenseuse de la vie marine et l'activiste sur les réseaux sociaux Ocean Ramsay. Elle s'est fait connaître en nageant avec les requins et le docu plonge au cœur de sa mission pour les protéger. Entre médiation, sensibilisation et esprit feel good, vous en prendrez plein les yeux tout en apprenant plein de choses. En plus, ce docu fait intervenir ses adversaires et essaye de donner la parole à des contradicteurs, ce qui permet de créer le débat. Au-delà, les images créent une véritable figure iconique, pas très loin du héros du Grand Bleu de Luc Besson. Elle plonge avec les requins pour se sentir plus vivante. On retrouve ici, selon moi, une autre émanation de la fascination pour l'aventure qui charpentait le roman Au cœur des ténèbres. Le requin, en tant que représentant du monde animal et d'un état primitif, peut à la fois incarner les instincts de prédation et de cruauté les plus terrifiants, mais il symbolise également l'inconnu et l'expérience qui reste à vivre. C'est aussi une nature avec laquelle il nous faut communier. Voilà tout un programme qui peut faire ressortir une lecture plurielle des figures archétypales de la pop culture.
En somme, Les Dents de la Mer est un film qui reste emblématique par son décor et ses personnages naturels. Et il y a une forme générique hybride entre la comédie à hauteur d'homme, l'horrifique et l'aventure. En même temps que c'est un millefeuille d'émotions, c'est un millefeuille d'interprétation. On y parle de nos sociétés via la thématique de la trahison des élites et la propagation de la violence. On y critique aussi la masculinité et la naïveté de nos sociétés consuméristes. Le requin est une créature composite, c'est à la fois des idées de mise en scène, de plans et de montage. C'est aussi plusieurs effets spéciaux ayant généré une quantité de défauts et de défis, mais c'est aussi également la mer comme un espace incontrôlé et incontrôlable. L'antagonisme parfait à l'espèce humaine qu'on rêve tous d'incarner, libérant nos pulsions carnassières, destructrices, voyeuristes et finalement sexuelles. C'est un esprit d'aventure impétueux, insaisissable et un instinct naturel qui se dissimule en chacun de nous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Si vous aimez notre travail, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner en activant la cloche. C'est gratuit, mais surtout, plus nous serons nombreux et plus ça nous donnera la force de continuer. Merci encore à l'association ZGen, à François, à Ludo et à toute la team qui permet que ce programme sorte. Je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes, pépites et autres nanars ou navets. Attention de ne pas vous faire niaquer les fesses et bisous de nous.